Bonjour mesdames et messieurs, chers amis, nous voici réunis pour un autre épisode de notre podcast Business and Leaders. Aujourd'hui, j'ai le grand et l'immense plaisir de recevoir Soumaya Naaman Guessous, grande sociologue, écrivaine et surtout grande militante des droits des femmes, mais pas que, et vous allez le voir et vous allez le découvrir avec moi aujourd'hui. Soumaya, bonjour. Bonjour Jamel, ravi d'être là. Écoute, c'est un vrai plaisir de te recevoir, ça fait très longtemps que je voulais te recevoir, donc c'est fait aujourd'hui. On commence toujours notre émission par qui est Soumaya. Waouh. Je suis une femme marocaine. C'est très embêtant comme question. C'est des questions qu'on ne se pose jamais. Épouse, mère. Je crois que je suis une bonne citoyenne. En tout cas, j'essaye de l'être. J'essaye d'être une bonne citoyenne. J'ai enseigné pendant très longtemps. Donc, j'ai été en rapport avec la jeunesse. Une jeunesse qui m'a nourrie. J'essaye de rester active. Je suis chroniqueuse. Donc, toutes les semaines, je publie un article en essayant d'être présente, réagir à l'actualité. Que suis-je d'autre ? Si tu m'avais posé cette question, si tu m'avais préparé à la question, peut-être que j'aurais pu te répondre différemment. C'est pas évident. Justement, tout l'objet de ce podcast, c'est de ne jamais préparer les gens aux questions. Ce qui m'intéresse et ce qui intéresse aussi les gens peut-être qui ne te connaissent pas encore suffisamment bien, c'est d'où te vient cette fibre de militante. Est-ce que c'est de l'acquis ou de l'inné? S'il y a un héritage génétique, peut-être que c'est de l'inné, mais je ne pense pas. Je suis née dans un milieu avec un père qui a été un ancien résistant, un des principaux anciens résistants de ce pays, et qui a ensuite longuement milité au sein de l'UNFP, de l'UCFP, etc. Et je crois qu'on en garde quelque chose, le fait d'être avec un père qui réagit, qui essaye de s'impliquer, qui est prêt à aller en tôle, en prison, pour défendre ses idées, parce que c'était vraiment le cas, et puis de vivre aussi dans cet environnement de militants, de personnes, de Marocains et quelques Marocaines, elles n'étaient pas nombreuses dans les années 60, qui ont vraiment marqué mon enfance, mais elles existaient quand même. Et puis d'être dans ce milieu de personnes qui sont prêtes à sacrifier leur jeunesse, leur liberté, parfois même leur vie, pour défendre leurs idées et pour croire que leur participation, leur engagement pourrait améliorer la situation du Maroc, des Marocains et faire avancer la démocratie. Je pense que c'est très important. Je suis née également d'une mère qui a été avant-gardiste, qui a pu faire, elle est née en 1935, Allah yarhamoum kulloum, et qui a quand même pu faire un petit peu d'études. Donc, elle avait un petit peu conscience du rôle que devaient jouer les femmes. Et une femme, donc ma mère, à sa manière, elle s'est révoltée contre tout ce qui pouvait brimer l'élan et l'émancipation des femmes. Je pense que ça compte. Non, je suis convaincue que le milieu compte énormément. Bien évidemment. Comment tu peux définir la colonne vertébrale de tes combats ? Écoute, j'ai toujours eu cette naïveté de croire que je peux corriger les injustices. Je n'ai jamais admis les injustices. Ça va venir, les injustices. Peut-être que ça vient du fait que enfant, j'ai vu mon père derrière les barreaux des prisons. Peut-être que ça a joué un petit peu. Mais en tout cas, j'ai toujours eu cette naïveté de croire que moi, petit grain de sable dans cette immensité de l'univers, que je pouvais apporter quelque chose. Et c'est une naïveté, ce n'est pas de l'arrogance. C'est une petite naïveté qui pousse l'être humain à se dire il y a des choses qui me dérangent, qui me gênent, qui me font mal parfois, et je peux peut-être contribuer à les améliorer. Il faut cette naïveté. De toute manière, sans cette naïveté, on n'arrive à rien du tout. Alors, cette naïveté, ces combats, comment est née l'idée au-delà de toute pudeur ? Waouh. Écoute, j'ai toujours été proche du milieu féminin, du milieu des femmes. J'ai beaucoup voyagé avec mes parents à travers le Maroc. Nous avons beaucoup connu toutes, je pense, les régions du Maroc, y compris les plus reculées. Mes parents adoraient la campagne, donc
j'ai eu un contact avec la campagne très très puissant et j'ai toujours vu cette injustice dont étaient victimes les petites filles rurales. Quand moi, j'allais à la ferme, ou alors à la campagne, j'avais 10, 12 ans, je m'éclatais, je galopais sur les mulets ou là, les chevaux, j'avais ma liberté, j'avais mes rêves qui pouvaient être réalisés, j'étais scolarisée, etc. Je voyais des petites filles de mon âge, qui étaient déjà mariées, à 12 ans, elles pouvaient être mères, je voyais tout ce qu'elles pouvaient, les corvées, comment leur corps était torturé par les corvées quotidiennes. Et c'est quelque chose qui m'a véritablement peinée. Et c'est à partir de là que je me suis posé beaucoup de questions. J'ai toujours dit que la sociologie, c'est de détenir l'art de la curiosité, le fdol. Mais la curiosité, comme on l'appelle en arabe, c'est-à-dire péjorativement, c'est-à-dire avoir cette curiosité. D'abord, on observe, on écoute, et puis on se pose des questions et on a envie de trouver des réponses. Et c'est peut-être ça qui a fait que j'ai démarré. Je voyais un petit peu comment les femmes étaient soumises, comment elles pouvaient souffrir, comment les femmes pouvaient ne pas maîtriser leur corps, comment les grossesses étaient considérées comme une menace pour les femmes parce qu'elles pouvaient pas avoir des moyens de contraception, etc. Alors que pour moi, une grossesse, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est donner la vie, c'est les enfants désirés. Et je voyais des femmes pleurer parce qu'elles tombaient encore la 5e, 6e, 7e, 10e fois. Je parle des années 60, début des années 70. Et tout ça, c'est quand même, c'est pénible. Quand on est sensible, c'est vraiment pénible de constater que les femmes étaient malheureuses alors qu'elles ont un rôle extraordinaire, ne serait-ce que parce qu'elles enfantent, le partage des rôles, etc. Et j'ai toujours posé des questions. Et ma pauvre mère m'a toujours dit tais-toi, rakfdoulia, etc. Et en voulant poser des questions et ne pas trouver des réponses, j'ai été sur le terrain, j'ai enquêté sur le terrain pour pouvoir répondre à des questions, surtout à des questions qui concernent l'intimité des femmes, parce qu'on pouvait parler de tout, sauf de l'amour. Quand, par exemple, une femme divorcée, on disait toujours que bon, il l'a rejeté parce que Mahadgash, par exemple, elle ne remplissait pas son rôle dans le ménage, parce qu'elle respectait pas sa famille, parce qu'elle était indisciplinée, etc. Mais jamais je n'ai entendu dire, elle a été divorcée, peut-être parce qu'il n'y a plus d'amour, peut-être parce qu'ils s'entendent plus. Et d'un autre côté, bon, on était dans une société où le chouma était très, très, très présent, mais dans ce même chouma, il y avait des bulles. Et quand on arrivait à intégrer une de ces bulles, dans les bulles du milieu féminin, on se rendait compte que la chouma éclatait et que les femmes avaient une liberté extraordinaire d'échanger leur intimité entre elles. Et moi, j'écoutais, même quand on me disait sors, parce que les femmes parlent entre elles, j'écoutais et j'ai beaucoup, beaucoup appris de ces femmes. Donc voilà, je voulais briser cette bulle et vraiment donner la parole à ces femmes qui étaient brimées dans leur amour, dans leur affection et surtout dans leur sexualité. Est-ce que tu as conscience que ce livre a fait tomber des tabous et a marqué l'histoire sociologique du Maroc? Oui. Et il continue. C'est incroyable. Le livre continue à être lu par des jeunes et ça, c'est inquiétant. Le fait que des jeunes lisent Au-delà de toute pudeur, qui quand même a été publié en 87, et que des jeunes aujourd'hui viennent me voir pour me dire ça nous a aidés, surtout des jeunes filles, je trouve que ça veut dire qu'on n'a pas tellement avancé par rapport à quelques questions. Ben justement, ma question supplémentaire, c'est de te dire, tu as parlé de chouma. Oui. Penses-tu fondamentalement, je dis bien fondamentalement, que ce paradigme du chouma a évolué vraiment? Ben, écoute, dans la chouma, il n'y a pas que ce qui est mauvais. La chouma, c'est un code de bonne conduite, on est d'accord, qui évolue, bien sûr. Il est en train d'évoluer. Beaucoup de tabous ont été brisés, ça il faut le reconnaître. On a fait beaucoup de progrès par rapport à ça. Ne serait-ce que parce que les femmes se sont imposées, les droits de l'homme, la scolarisation des femmes, et puis voilà, Internet est arrivé, qui a également permis de libérer la parole. C'est vrai que ce n'est pas toujours positif, mais ça a quand même libéré la parole. La chouma, pour moi, c'est d'abord un code de valeurs qui ne se discute pas. Ce sont d'abord les valeurs, les principes de base.
Tout le reste vient après. Ne pas parler à un homme, la femme, la chouma, ne doit pas rire devant un homme, la femme ne doit pas élever sa voix, etc. Elle doit se couvrir parce que c'est chouma. Tout ça, bon, c'est en train d'évoluer. Il y a énormément, effectivement, d'aspects qui composent la chouma, qui ont énormément évolué, ne serait-ce que le fait, par exemple, qu'avant, on disait que tu n'as pas le droit de poser des questions à chouma. Hein, ton père te dit ne fais pas ça, si tu dis pourquoi, tu reçois une claque. Hein, c'est pour ça que je dis c'est un code de conduite, mais qui évolue. Mais les valeurs restent les mêmes. Maintenant, il faudrait qu'on en garde l'essentiel, parce que les extrêmes, que ce soit d'un côté ou d'un autre, ne sont pas bons du tout, du tout. Comment, en tant que sociologue, observatrice, enquêtrice, militante, tu pourrais qualifier la société marocaine d'aujourd'hui? Waouh. Il faut tout un programme pour ça, une encyclopédie. Écoute, c'est une société qui a été complètement bouleversée. Moi, je dis toujours qu'on n'a pas évolué, on a été bouleversé. L'évolution s'est passée d'une étape à une autre. Nous, dans les années jusqu'aux années 50, nous étions une société fermée hermétiquement, traditionnelle, conservatrice. Et puis, après l'indépendance, cette société s'est ouverte, et s'est ouverte brutalement, d'abord par un exode rural très très important. La scolarisation, même si elle n'a pas été massive dès le départ, a quand même le fait, quand on est scolarisé, on quitte le cocon familial et on subit une autre influence, et au moins on se pose des questions. Surtout pour les femmes, on ne continue pas à subir le diktat des traditions, mais au moins ça permet de se poser des questions. Et ensuite, on va aller vers la scolarisation des femmes, l'emploi des femmes, même si ce n'était pas massif, mais ça permet de comparer, d'avoir des éléments de comparaison. Et puis, bon, on a commencé à insister à ce phénomène de comportement dû à l'urbanisation jusqu'à arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur le lien social qui est en train de s'effriter, sur le lien familial qui est en train de s'effriter. Nous vivons dans la famille élargie, dans le sens large du terme, qui a un impact extraordinaire, positif et négatif. Aujourd'hui, on est dans les familles nucléaires, avec tous les problèmes que cela peut poser. Une société aujourd'hui où on a du mal à analyser, sincèrement. La société, nous le savons, la population est très très jeune, et donc c'est elle qui est en train de pousser vers l'avant dans tous les domaines, qui touchent énormément, y compris les valeurs. Donc on a du mal véritablement à analyser, surtout que nous sommes entrés dans une ère également de consumérisme. Nous sommes véritablement entrés dans cette ère de consommation massive qui fait que la population ne peut pas être sereine. Avant, les gens se suffisaient du strict minimum, ou un petit peu plus. Aujourd'hui, avec l'image, avec Internet, avec les réseaux sociaux, on se construit des rêves et on met la barre très très haut. Les besoins se sont multipliés, mais en une cadence effrayante. On est passé vraiment comme je disais, de qana'a. Pour moi, la notion de qana'a est vraiment à avoir, parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, on a beaucoup d'écrits d'occidentaux qui travaillent sur le bien-être chez l'être humain, en essayant de faire en sorte que l'être humain se suffit d'abord et qu'il jouit de ce qu'il a dans l'instant présent. Et moi, tout ça, c'est quelque chose que l'on peut résumer dans la notion de qana'a. Et quand on est dans cette ère de consumérisme, quand on est dans les besoins, quand on est dans les consommations, quand on est dans les achats en ligne, quand on est dans les livraisons, eh bien, l'être humain, pour moi, c'est une fuite en avant, et il n'y a pas de sérénité. Donc, on est passé d'une société qui vivait fstra, où les gens se respectaient selon leurs valeurs et non pas selon leur signe extérieur de richesse. La preuve, quand vous allez dans les médinas, vous pouvez avoir 2 portes. Dans une porte cache une famille très pauvre, démunie. La porte d'à côté cache une famille immensément riche. Et on respectait la dignité, on respectait la décence. Voilà ce que je voulais dire. Aujourd'hui, ce consumérisme et les réseaux sociaux, cette obsession de montrer son image pour prouver qu'on est quelqu'un de bien, en dehors de ses valeurs, en dehors de ses réalisations, en dehors de son engagement citoyen, etc., fait que nous sommes dans quelque chose de superficiel, d'artificiel, qui, moi, me gêne. Et qui va impacter les relations humaines. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette sérénité. Et je crois qu'il y a tout un travail à faire. Des questionnements à faire. Bon, heureusement, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que cet aspect négatif.
Il y a le fait que nous vivons quand même, aujourd'hui l'espérance de vie a augmenté, nous vivons quand même dans un espace qui est de plus en plus démocratique, avec une liberté d'expression qui est de plus en plus importante. Je veux dire, bon, il n'y a pas que l'aspect négatif, mais ce qui me dérange moi, c'est ça, c'est l'impact de cet environnement sur les relations humaines, et une société, une population ne peut pas être harmonieuse, ne peut pas vivre dans la sérénité si ces relations humaines ne sont pas harmonieuses. Alors justement, est-ce que c'est intéressant de t'écouter vraiment, parce que là où les pays qui auraient un dividende démographique avantageux avec beaucoup de jeunes, aujourd'hui on peut s'apercevoir que chez nous ça peut être aussi un problème dans la mesure où on a l'intergénérationnel, en tout cas la masse des jeunes que nous avons va prendre le pas sur la masse d'anciens, et ça va complètement métamorphoser les valeurs de la société et les comportements. Oui. Est-ce que ça nous emmène pas vers de plus en plus d'un passage d'une société de confiance à une société de défiance? Oui, complètement. Je suis en train de me rendre compte que je trace un tableau noir et je n'aime pas. Je vais essayer de tempérer. En même temps, c'est la réalité. Oui, j'ai l'impression que c'est la réalité. J'essaie de me convaincre que je suis un petit peu trop pessimiste. Oui, effectivement, notre population est c'est près de la moitié de la population qui est connectée, plus, je dirais, c'est le 3/4 de la population qui est une population connectée et bien influencée par sa connexion, c'est sûr. Et nous assistons justement à un phénomène. Traditionnellement, c'était les aînés qui guidaient les plus jeunes. Aujourd'hui, les aînés sont complètement perdus. Ils n'ont plus de repères. Ils ne comprennent pas, la majorité des aînés ne comprennent pas ce nouveau monde. Ils ne peuvent pas guider, encadrer, orienter leurs enfants dans ce nouveau monde. Même ceux qui sont scolarisés, qui sont diplômés, même les parents qui sont hautement diplômés, qui sont connectés, ont du mal aujourd'hui à suivre leurs enfants. Ils leur échappent. Et avant, l'avenir était clair. On pouvait avoir une vision sur le moyen, sur le long terme. Aujourd'hui, on peut pas. On vit dans ce monde VUCA qui ont tout le temps en évolution, et quand les parents se disent ça y est, j'ai compris, voilà comment je dois guider mon enfant, tu as des fêtes, des événements qui viennent, qui te bouleversent toutes les données, et tu te trouves dans le brouillard. Et alors, en principe, c'est le système scolaire qui devrait prendre en charge ce brouillard, c'est le système scolaire qui devrait non pas se substituer aux parents, mais au moins orienter les élèves dans ce monde nouveau qui est en perpétuelle évolution. Maintenant, oui, les jeunes ne veulent plus écouter les moins jeunes parce que ils se rendent compte qu'ils n'ont pas même les termes qu'utilisent les jeunes, les anciens peuvent ne pas les avoir. Et puis les jeunes sont influencés par les réseaux sociaux. Ils ont cette connaissance, c'est des genoux. Et le pouvoir, l'autorité des anciens était justifiée par le savoir qu'ils avaient et le savoir-faire qu'ils transmettaient aux jeunes. Aujourd'hui, ce savoir, il est dans l'autre sens, en sens inverse. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui orientent les parents, par exemple, ne serait-ce que pour des procédures, à travers des procédures en ligne. Aujourd'hui, quand tu as, par exemple, le grand-père qui va appeler son petit-fils de 10 ans pour lui dire « règle-moi le téléphone », l'orgueil est touché, mais même ce pouvoir. Et les jeunes le savent, ils ont un pouvoir sur les moins jeunes, ce qui se reflète également au niveau de l'entreprise. On le sent également, ces conflits intergénérationnels au niveau de l'entreprise, et les moins jeunes n'ont pas toujours la capacité de comprendre. Les plus jeunes ont cette capacité, mais ils manquent d'empathie. Et je pense que c'est tous manquent d'empathie. Les moins jeunes sont scandalisés parce qu'ils perdent le pouvoir, et donc ça les rend peut-être un peu agressifs, frustrés. Les plus jeunes ont une sorte de mépris pour ceux qui ne maîtrisent pas les mêmes outils qu'eux, et on est véritablement aujourd'hui, pas dans une rupture, mais en tout cas dans des problèmes intergénérationnels qui font justement que la méfiance aujourd'hui, on se rend compte qu'à tous les niveaux, la méfiance est là, elle se répand, alors que elle est même institutionnalisée. Nous étions dans une société où, quand le kilma était plus importante que les signatures légalisées, je pouvais te prêter de l'argent, ou rir bil kilma, je te faisais confiance, tu avais des valeurs, j'avais des valeurs qui se respectent. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression que on se méfie les uns des autres.
Peut-être parce que nous n'avons pas les mêmes cadres de référence, alors qu'avant les cadres de référence étaient pratiquement unifiés. C'est peut-être également un des éléments qui fait que nous sommes dans cette méfiance. Même, excuse-moi, nous sommes dans cette méfiance même vis-à-vis des politiques. Et ça, c'est quelque chose de dramatique. Aujourd'hui, cette grande partie de la population qui bientôt va devoir aller aux urnes, et j'espère qu'elle va y aller, mais ne fait confiance à aucun. Nous n'avons plus de leader politique aujourd'hui. Hein. C'est justifié, on peut en discuter pendant longtemps. C'est justifié, oui, mais quand on discute avec ces jeunes, c'est par principe, ils ne font pas confiance aux institutionnels, aux ministres, aux élus, aux parlementaires. Par principe, ils ne savent pas pourquoi. Mais les réseaux sociaux font leur travail et font que on va développer ce manque de confiance des jeunes qui ne savent pas du tout ce que c'est que la politique parce qu'ils ne s'y intéressent pas. Mais en tout cas, il ne sait pas ce que c'est. Il a 12 ans, 14 ans, mais il est là pour critiquer tout ce qui fait partie de la politique. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. C'est d'autant plus inquiétant que, on va dire que quelque part, on assiste un peu à la fin des corps intermédiaires. Complètement. Que ce soit les partis politiques, oui. Les syndicats, oui. Etc. Et que le rempart, malgré tout, reste la société civile, oui. Avec ces militants qui essaient de faire aussi bien que possible pour combler les vides ou les carences oui. Du programme politique des uns ou des autres. Dans ce contexte-là, avec ton observation, ton histoire, tes combats, et en tant que sociologue, comment on peut faire société ensemble aujourd'hui? Et tu crois que je vais répondre à ta question comme ça en quelques minutes? Oui. J'ai la baguette magique. Si je l'avais. Écoute, moi je crois beaucoup en l'éducation. Si les parents n'ont pas assez de conscience pour encadrer leurs enfants, s'ils n'ont pas la possibilité, parce que parfois ce n'est pas par mauvaise foi, c'est que les parents ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas le savoir-faire pour le faire. Ils n'ont pas cette prise de conscience pour le faire. Moi, je crois beaucoup d'abord au système scolaire, qui est complètement à côté de la plaque. J'ai enseigné pendant 36 ans, et en tant que prof, je peux dire que il y a le système, c'est sûr, mais il y a la grande responsabilité des enseignants. Je suis enseignante, je le dis. Très souvent, on parle de l'échec de l'enseignement. Je n'ai pas entendu parler dans le discours officiel, public, dans les médias, du rôle du professeur. Le professeur aujourd'hui, que ce soit au niveau du primaire, du secondaire, même au niveau de l'universitaire, ne joue pas le rôle qu'il devrait jouer, à savoir transmettre les valeurs de citoyenneté. Aujourd'hui, on est dans un enseignement, et ça continue, malgré les réformes, dans un enseignement qui est basé sur le savoir, sur la mémorisation, et la pédagogie qui devrait, par laquelle moi je suis passée, et toi, cette pédagogie du dialogue, cette pédagogie qui permettait de faire en sorte que l'enseignant, quand il rentre, il donne des exemples par son propre comportement. Nous le voyons pas. Aujourd'hui, il y a de la violence, il y a de la violence verbale, même au sein de l'université. Je généralise, les enseignants ne vont pas du tout être d'accord ni contents. Je ne généralise pas, mais je dis que la majorité écrasante des enseignants ne joue pas leur rôle. Ils ne font que transmettre un savoir, alors que leur rôle, c'est de fabriquer des êtres humains qui vont être des citoyens de demain. Surtout qu'aujourd'hui, le savoir est banalisé. Le savoir, tu appuies sur un bouton sur ton PC ou là, ton smartphone et tu l'as. Là, il y a quelque chose à changer au niveau des mentalités, chose que je n'ai pas encore vue ni entendue. Le système scolaire. Tu as parlé de la société civile. C'est vrai que les associations font beaucoup. Et je pense l'État devrait encourager davantage les associations de proximité. Parce que les associations se battent. Tu sais, les réseaux sociaux ont dénigré les associations. Aujourd'hui, une association, oui, même ce langage, on l'entend même chez les plus jeunes. On a dénigré les associations pour dire que oui, ils sont là seulement pour gagner de l'argent. Alors que les gens se battent dans les associations. Ils payent de leur poche. Il n'y a pas beaucoup d'aide de la part de l'État. Et je pense que l'éducation devrait commencer dans les quartiers. Ça devrait par les clubs de jeunesse. Vous savez, les jeunes, vous savez combien il y a, tu sais combien, je sais des centaines de clubs de jeunes et de maisons de la jeunesse qui sont fermés.
et qui existaient dans les années 60, 70, 80 et qui aujourd'hui sont fermés. Les quartiers, nous avons des élus, nous avons le ministère de la Culture, le sport, etc. Dans chaque quartier, nous devons avoir la possibilité d'encadrer les jeunes par des activités sportives, culturelles, des activités manuelles. Et pour moi, c'est comme ça que l'éducation devrait être transmise. C'est ce qui se passait un petit peu dans ces clubs dans les années 60. Donc, les médias peut-être. Et malheureusement, les réseaux sociaux aujourd'hui sont envahis par des personnes qui n'ont aucun objectif de construire cette société dont tu parles. C'est-à-dire que quand tu vois ces réseaux sociaux, que ce soit moi, toi ou des personnes, des personnes qui ont envie de changer, on n'investit pas les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas là. Le discours négatif est beaucoup plus important. Nous ne dirigeons pas, moi-même, je peux le dire, nous ne sommes pas là pour encadrer les jeunes parce que nous ne sommes pas présents dans les réseaux sociaux. Pourquoi nous ne sommes pas présents? C'est ce qu'on se dit sans être parano, des mains invisibles qui financent toutes ces campagnes de dénigrement, peut-être. Mais pourquoi des gens investis investis en tant que militants n'investissent pas les réseaux sociaux? Il n'y a pas ce contrepoids qui devrait être. Qui devrait le faire? Est-ce que l'État devrait encourager? Je ne sais pas. C'est peut-être aussi à l'État d'encourager, peut-être d'encourager cette présence pour équilibrer et renverser la vapeur, peut-être. Alors, toujours dans la dimension faire société ensemble, je pense que souvent on entend, bien sûr, l'éducation c'est clair, oui. Puisque quelque part on parle du contrat social qu'on doit avoir entre nous, oui. Dans lequel s'inscrit l'éducation bien évidemment, s'inscrit la justice, la santé. Oui. J'imagine que quand tu fais tes visites dans le Graal, les problèmes de santé, c'est des choses auxquelles tu dois en tout cas faire face et c'est dramatique, notamment au niveau des plus démunis ou des femmes en particulier. Ne penses-tu pas que justement faire société ensemble, c'est essayer d'aborder tous ces problèmes pour réduire cette notion de l'hagra qu'on entend sur les réseaux sociaux, que le problème c'est toujours les autres, alors que quand même il y a quand même des choses qu'on peut faire, qui avancent, mais qu'on ne voit pas suffisamment. Quel est ton regard sur ça? Oui, complètement. Oui, j'aurais dû en parler pour répondre effectivement à ta question. Oui, on a besoin de faire que cette population vive dans la sécurité. Et c'est vrai que moi, quand je dis la sécurité, c'est la santé, c'est sûr que c'est la santé, c'est la justice, oui, effectivement. Et ne serait-ce que la santé donne des moyens d'être mécontent, d'attiser cette colère. Et beaucoup de choses se font actuellement. Moi, je vois, par exemple, ne serait-ce qu'en termes de désenclavement des zones rurales, il y a un travail fabuleux qui a été fait. Il y a des dispensaires. Ce n'est pas suffisant. Nous manquons de cette prise en charge du citoyen au niveau de la santé, de ce qui fait la démocratie finalement. La justice, l'enseignement et la santé. Exact, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, il y a cette prise de conscience au niveau du discours officiel. Mais là où moi je mets un bémol, c'est que en ce moment je m'intéresse un petit peu, je fais faire un article sur les urgences de Casablanca et je me rends compte de ceci. C'est que effectivement, il y a beaucoup de faiblesse et de retard de la part de l'État en ce qui concerne les infrastructures de base et la santé, etc. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est que même quand l'État va installer le meilleur des hôpitaux, avec dernier cri de technologie, et je pense à un centre particulier, tu le verras dans quelques semaines dans mon article. Quand tu rentres, tu te rends compte que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu as tout ce qu'il faut. Les locaux sont là, les appareils dernier cri, l'élément humain, il y a le directeur, il y a le staff, il y a. Mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que nous avons des problèmes d'intégrité au niveau individuel. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. Parce que l'État, on peut pousser l'État à investir. Tout est là. Je pense particulièrement au dernier centre qui a été créé pour les urgences. Je tairai son nom. Mais quand tu vas, il y a des problèmes énormes. Tu passes sur un trottoir, tu vois les familles des malades qui dorment la nuit sur les trottoirs. Ils cuisinent sur les trottoirs parce ils arrivent de la campagne, ils n'ont pas d'argent pour aller dans des hôtels. Tu t'amènes dans ce centre, qui fait la loi? C'est les agents de sécurité qui sont à la porte.
Si tu ne graisses pas la pâte, tu n'entres pas. Et beaucoup d'hôpitaux où il y a tout ce qu'il faut, dernier cri, ça ne fonctionne pas. Alors tu vas me dire, c'est la faute de qui? Est-ce qu'on va dire que c'est la faute du ministre, des élus, des parlementaires, du directeur de l'hôpital, des médecins? Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. C'est pas les infrastructures en elles-mêmes, parce qu'on peut les avoir. Comment peut-on faire aujourd'hui pour que chaque Marocain qui a une responsabilité, qu'il soit digne de cette responsabilité? Parce que quand tu vas dans des urgences, il y a tout dans les urgences. Les gens restent pendant, si tu ne graisses pas, et tu as des gens qui sont par terre, des blessés qui saignent par terre. Qui est responsable? Et moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est cette prise de conscience, c'est cette intégrité au niveau individuel. Maintenant, je vais faire un lien avec les mosquées. Quand tu vas dans les mosquées le vendredi, tu te rends compte que tous les Marocains vont faire leur prière. Mais est-ce qu'on peut faire un lien avec les préceptes, les valeurs de l'islam les valeurs de l'islam et l'honnêteté, l'intégrité au niveau. Et là, j'en reviens au discours religieux qui, lui, ne joue pas le rôle qu'il devrait jouer. Celui qui va faire sa prière n'a pas le droit de ne pas faire son travail correctement. Parce que la religion, c'est d'abord ça. Et je dis qu'il y a une faille même au niveau du discours religieux. On devrait apprendre à ces croyants, aux croyants, que l'islam, c'est d'abord tu fais ton travail correctement. Et c'est ça qui m'inquiète, moi, ce n'est pas du tout. Parce que tu as parlé de la campagne. Quand on va à la campagne, il y a des dispensaires. À chaque fois que je suis à la campagne, je vais frapper à la porte des dispensaires. Je vais voir et je demande, il ne vient que le jour de souk. Et quand il vient le jour de souk, dans énormément de régions, il peut pas voir tout le monde. Alors, il y a un infirmier. Parfois, l'infirmier n'est pas toujours là. Alors, tu trouves une femme qui fait le ménage, c'est elle qui t'ouvre et tu dis, l'infirmier, il va arriver, peut-être dans 2 jours. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. Alors, qui va contrôler qui? Comment va-t-on faire pour contrôler chaque personne? Alors, tu as déclenché... J'ai parlé, excuse-moi, avec beaucoup de passion, et je n'aime pas. Non, il faut, parce que moi, c'est ce que j'aime dans ce podcast, recevoir des amis qui parlent authentiquement. Et d'ailleurs, tu as réveillé chez moi une colère douce intérieure, parce que finalement, personne n'est à l'écoute des orientations que donne Sa Majesté. Il a parlé dernièrement, il ne veut pas de Maroc à 2 vitesses. Oui. Et aujourd'hui, l'absence de patriotisme de ces individus qui sont aux responsabilités, l'absence d'authenticité et surtout l'absence d'intégrité, elle vient quand même d'une absence ou d'un processus éducatif qui a ancré les bonnes valeurs. Et j'ai beaucoup aimé le parallèle que tu as fait avec la religion. C'est-à-dire, il y a un vrai manque de congruence entre le statut de musulman et tes pratiques de musulman dans la vie profane, entre guillemets. Complètement. Mais d'où vient ce manque de congruence? Je pense qu'il y a également, je vais répondre à côté à ta question, il y a un manque de contrôle. On devrait réguler plus. Mais réguler comment? Qui va le faire? Moi, je te dis, quand tu as un directeur d'hôpital qui laisse cette pagaille, qui va contrôler qui? Et c'est ça qui m'inquiète. Je réponds à côté, tu vois, mais c'est vraiment... Non. Comment doit-on réguler? On devrait réguler, on devrait avoir des systèmes d'évaluation et on devrait punir quand il le faut. Mais encore une fois, ce que tu dis est relativement important dans le sens où le respect des individus, l'humanité. Oui. Est-ce que le Maroc d'aujourd'hui n'a pas perdu en humanité? Écoute, tout le monde te dit que les Marocains sont géniaux, très sympas, très humains, etc. Mais je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose qui est plus fort, c'est l'avidité. Je pense que c'est beaucoup plus fort quand tu vois un malade arriver accidenté et que tu demandes 30 dirhams pour qu'il puisse avoir accès aux urgences. C'est que vraiment, c'est cette avidité qui va complètement t'aveugler, peut-être, qui va complètement t'aveugler. Je voulais revenir. Bon, je sais que tu peux couper. Tout à l'heure, j'ai parlé. J'ai dit qu'on va se servir de la religion pour légitimer l'absence de conscience professionnelle. Quand tu vas te plaindre et on te dit hadak miskin ma yumkinlيش نخرجوا عنده وليداته. Attends, عنده peut-être وليداته, mais il fait mal son travail. Tu ne peux pas mettre la religion pour justifier et valider, cautionner. Voilà.
un manque de conscience professionnelle. Et c'est là où je dis il y a un problème au niveau du débat religieux. Oui, mais ce que tu viens de dire à l'instant nous amène vers la mise en œuvre d'une vraie société où la médiocratie s'installe durablement autour de nous. Parce que si on ne prend pas de sanctions, si on ne prend pas les gens intègres, si on ne prend pas les gens qui sont talentueux, vers quelle société allons-nous? Oui. Je crois qu'on devrait sanctionner beaucoup plus. Je lutte pour la démocratie, mais sans les sanctions, la démocratie ne peut pas se faire et on tend vers l'anarchie. Et c'est beaucoup d'anarchie que je vois, moi, autour de moi. Ne serait-ce que dans la conduite automobile. Mais bon, ça, c'est un autre, enfin, la conduite de façon générale. Mais c'est vrai que la sanction ne s'exerce pas. Nous avons parlé de l'enseignement et je te rappelle qu'il y avait de l'inspection. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait des inspecteurs qui passaient dans les écoles, les lycées pour évaluer les enseignants. Aujourd'hui, plus personne n'évalue les enseignants. Et c'est partout, il y a des moyens. Écoute, au niveau du ministère du Tourisme, en ce moment, on parle du client mystère. Ok, bon, il y a de grands problèmes, du laxisme, etc. dans les hôtels, et tu le sais. Alors aujourd'hui, ok, au ministère du Tourisme, il va y avoir ce client mystère qui va aller et en cachette, en catimini, il va évaluer. C'est génial. Nous avons les outils. Nous avons les outils pour pouvoir évaluer. Et nous devons évaluer les hôpitaux, puisque c'est de ça qu'on parle. Un jour, moi je me souviens, dans les années 90, j'avais demandé à l'université, à la faculté, dans une réunion avec le doyen et les enseignants, j'ai demandé à ce qu'on ait un système d'évaluation des enseignants. J'ai demandé vraiment à ce que les étudiants, pour qu'ils puissent être dans une démarche participative et pour qu'on puisse également savoir qui fait son travail bien ou pas, eh ben, je vous assure qu'on m'en a voulu pendant des années et des années. Non, mais je pense que tu avais déjà été précurseur parce que, comme tu le sais certainement, moi je suis membre au Conseil supérieur de l'éducation et j'ai dit dès la première heure que l'enseignant est le problème et l'enseignant est la solution. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on sort pas de la démarche idéologique, on va pas y arriver. Ça, c'est une évidence. Dans nos pré-échanges, avant de commencer ce podcast, on a parlé de la jeunesse et la question que je t'ai posée, c'est est-ce que les jeunes du rural, du périurbain et de l'urbain se ressemblent aujourd'hui? Ils ne se ressemblaient pas avant Internet, avant les smartphones. Aujourd'hui, je ne vois plus beaucoup d'écart. Pourquoi? Parce que je travaille beaucoup sur les rêves. Pour moi, le rêve, c'est très, très important. Et je me rends compte aujourd'hui que le rêve du Casablancais, qui soit à Anfa supérieur, à Benmsik, ou du rural placé au fin fond de sa montagne, les rêves sont les mêmes parce que l'influence, l'impact sont exactement les mêmes. Aujourd'hui, vous savez, tu sais que plus de 95% des Marocains ayant plus de 5 ans sont connectés. À la campagne, bon, ils sont pas toujours connectés faute de moyens, mais ils arrivent à se débrouiller. Il y a toujours un sur 4-5 copains qui va être connecté, et puis ils en bénéficient tous. Et aujourd'hui, leurs rêves sont les mêmes. Tu sais, tu vas au fin fond de Jbel, de la montagne, tu demandes à un jeune de quoi il rêve. Eh ben, il y a un mot qui est là depuis quelques années que je n'entendais pas et qui m'inquiète quand tu lui dis « Shnaou al-hilm dialk » où tu veux arriver? Brit Shahra. Je veux être célèbre. Et là, il y a quand même tout un travail à faire, sans être dans le pessimisme. Il y a tout un travail. Qu'est-ce que c'est que Shahra? Avant, quand on demandait aux jeunes ce qu'ils voulaient, je veux avoir mon diplôme, travailler oui, je veux travailler à l'étranger, etc. Mais on sentait que c'était des rêves qui pouvaient être réalisables parce qu'il va y avoir un effort pour y arriver. Aujourd'hui, quand tu dis Shahra, c'est l'impact négatif d'Internet, c'est tous ces jeunes qui sont devenus du jour au lendemain hyper riches, pas en étant toujours dans l'éthique, et on le sait, des jeunes filles aussi, allez, on va en parler, dans la prostitution aussi, on va pas se cacher la réalité, et ces jeunes, aujourd'hui, ont des rêves complètement démesurés par rapport à leur réalité. Ils veulent très très souvent, surtout les adolescents, les enfants aussi, et les adolescents, très vite, quand tu lui dis « qu'est-ce que c'est Shahra ?» Shahra, c'est qu'on a une belle voiture, c'est que moi aussi, je publie mes photos, etc., je partage. Finalement, Shahra, c'est devenir très, très riche, acquérir des outils de luxe et sans se fatiguer. Parce qu'il y en a eu quelques exemples. Alors, est-ce que c'est la faute que d'Internet ou bien on peut quand même y adjoindre
cette visibilité de la classe dirigeante qui elle-même est dans ce dispositif d'enrichissement et qui montre que cet exemple-là. Est-ce que la valeur travail s'est perdue finalement? Oui, elle est en train de se perdre. Heureusement, pas chez tous. Hein. Là aussi, je n'ai pas le droit de généraliser, mais je peux dire que c'est la majorité. Ça, je peux le dire sans risque de me tromper. Oui, c'est vrai que aujourd'hui, on se rend compte que la valeur de la personne lui est attribuée à partir de ces signes extérieurs de richesse. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette décence qui faisait que l'on évaluait une personne qu'à partir de ses comportements, de son engagement. Avant, on disait tabarakallah ali khdam, c'est un bon père de famille, etc. Aujourd'hui, on vous dit là, il a taïdabbar. C'est-à-dire que celui qui va gagner de l'argent très vite, il va être sûrement plus respecté que celui qui va aller chouïa dans sa vie et qui va travailler honnêtement. Aujourd'hui, et pas seulement au Maroc, à travers le monde, on est dans ce règne des apparences. Et oui, peut-être que la classe dirigeante donne l'exemple, c'est sûr et certain qu'elle donne l'exemple. Et c'est quelque chose qu'on retrouve à tous les niveaux aujourd'hui. Avec cette consommation massive dans laquelle on est entré, avec l'image qui te montre, au Maroc, on n'a pas encore évalué l'impact du danger de l'image des réseaux sociaux sur l'éducation, sur les relations sociales, sur les valeurs. On l'a pas assez encore, on n'en est pas assez conscient. Et c'est sûr que quand tu vis dans une société qui ne va te donner de valeur que parce que tu es riche, entre guillemets, que tu es dans le luxe, c'est sûr que ça touche même l'effort que tu vas mettre pour travailler. Et moi, c'est ce qui m'inquiète. Avant, on disait, tabarakallah alayh, il est arrivé, c'est quelque chose d'extraordinaire, à la sueur de son front. Aujourd'hui, peu importe comment tu es arrivé. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, tu arrives. Et les jeunes sont impactés par le dernier téléphone, aujourd'hui etc. On sent que les jeunes sont impactés par ça, impactés également par les loisirs. Nous parlions tout à l'heure des anciens, enfin des moins jeunes, je vais dire, et des plus jeunes. Aujourd'hui, on se rend compte que les loisirs occupent énormément l'esprit des jeunes. Ça devient des objectifs vitaux. Les sorties, le sport, tu vas me dire c'est normal, les sorties, les voyages. Moi, je me souviens quand j'ai terminé mes études, sociologue, prof à la fac, marié à un médecin, si on allait au restaurant une fois par mois, c'était vraiment la joie. Et encore, il y a des moments où on pouvait pas se permettre le restaurant. Aujourd'hui, c'est les sorties, c'est tout le temps les sorties, les voyages. On est à la recherche d'un luxe qui renvoie à énormément de frustration parce qu'il faut avouer que les salaires sont très bas. Et donc, on est dans des rêves complètement à côté, qui ne sont pas adaptés, surdimensionnés. Et bien sûr que ça va créer de la frustration, laquelle frustration va créer de la dépression. Enfin, tu connais toute la spirale de la dépression. Alors, moi, j'aimerais bien avoir un début de réponse de la sociologue que tu es sur est-ce qu'on peut faire un lien entre la perte de plus en plus d'humanité de la société, personnellement, et la diminution aussi de la quête spirituelle et le trop-plein peut-être de pratiques religieuses de façade? Écoute, oui. J'avais écrit un article justement sur le 360 que j'avais appelé « Ah, si j'étais imam ». Oui, on est dans la religiosité. On n'est pas dans la religion. Sincèrement. Et moi, c'est ce discours que j'aimerais écouter de la part des religieux. Moi, j'aimerais que les religieux fassent ce discours, expliquent aux croyants que quand tu conduis, que tu brûles un feu rouge, on peut trouver. Pourquoi? Parce que tu as volé le droit d'une personne. Que dit le Coran sur le vol? Parce que tout le monde te dit din mu'amalat. Tout le monde te le dit, ça c'est même le gamin, oui. Alors là, on est dans le mu'amala. Tu vois, sans tomber dans le dogme, on n'est pas du tout, on est très très loin, ni dans l'idéologie, ni dans les dogmes. Moi, je veux, aujourd'hui, puisque Joamatiekuno, bondé de personnes, je veux qu'ils ressortent avec des valeurs citoyennes. Et je veux qu'Hadouk l'Aïma en prenne conscience. Parce que la personne qui va faire sa prière et qui va te poser sa voiture devant la porte de ma maison, m'empêcher d'aller chercher mes enfants, par exemple, à l'école ou de sortir, c'est quand même denb pour moi. Et c'est ça, si tu veux, c'est cette manière d'éduquer les gens à la religion que je ne vois pas.
Et quand on va, par exemple, chez les chrétiens, l'Église a joué ce rôle. Et tu le sais, l'Église a joué ce rôle. Aujourd'hui, cette éducation qui nous vient de la religion et cette spiritualité, on ne la retrouve pas. Et tout le monde parle religion, n'importe qui, Allah ou Rasoul, tout le monde en parle. Très bien. Mais quand tu craches dans la rue, alors que moi je suis en train de passer, est-ce que tu es un bon musulman ou pas? Voilà. Quand tu rentres dans les toilettes et que tu sors en laissant une cochonnerie et qu'il va y avoir une pauvre femme, qui va venir nettoyer tes cochonneries, est-ce que tu es un bon musulman? Soumia, on va pas terminer ce podcast sans parler un peu aussi de ton actualité. Oui. Quels sont les prochains projets sur lesquels tu es ou tu vas commencer dans les prochaines semaines? Je suis toujours chroniqueuse sur le 360 et je trouve que c'est génial parce que ça me permet de rester dans l'actualité. C'est vraiment un bonheur pour moi. Je sors un livre à la croisée des chemins que j'ai intitulé, peut-être que le titre changera, mais je tiens à ce titre, c'est Moi, la fille d'un prisonnier politique. C'est une sorte d'autobiographie où je raconte, avec la voix de l'enfant que j'étais dans les années 60, comment les familles peuvent vivre, les familles de prisonniers politiques vivre. On n'a pas eu beaucoup d'écrits sur les familles des prisonniers. Et donc voilà, j'ai fait cette autobiographie qui est un petit peu dans l'humour, dans la dérision, l'autodérision, où je raconte comment les fêtes se sont passées, avec un petit peu d'histoire pour rappeler le contexte. C'est le complot, surtout le complot de 63, où mon père donc a été condamné à 10 ans de prison. Voilà, donc c'est le prochain bébé dont je suis très très fière. Ensuite, je suis en train de faire une étude en ce moment avec mon mari, Dr Kessou Chekib, qui est radiologue mais aussi sociologue, sur le divorce au Maroc. On est en train de mener une enquête parce que c'est vrai que le taux de divorce ne fait que augmenter. Voilà, on est en train d'essayer de répondre à quelques questions, essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui pour expliquer ce taux. Alors, il y a une dernière question qui serait plutôt sous forme de message. Je voudrais qu'est-ce que tu pourrais dire à un groupe de jeunes que tu aurais en face de toi, de jeunes urbains, périurbains, ruraux, pour leur dire qu'ils peuvent et qu'ils doivent rester au Maroc et ne pas chercher au péril de leur vie à le quitter? Quel est le message que tu pourrais leur laisser? Quelle responsabilité tu me donnes? L'espoir existe au Maroc pour ceux qui y croient. On a beau dire, mais ceux qui y croient, ceux qui vont être scolarisés, qui vont réellement étudier et qui ne vont pas se contenter d'étudier pour réussir leurs examens. Et c'est l'universitaire qui te parle. Ceux vraiment qui s'investissent, qui ont envie de travailler sur leur personne, qui vont faire des recherches, qui vont se préparer à être un futur cadre et non pas seulement étudier pour réussir leurs examens. Il y a de la place aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai qu'il n'y a que ceux qui sont pistonnés qui ont accès aux emplois. Ça, c'était exact il y a quelques années. Moi, je dis, c'est faux aujourd'hui. Ça peut aider parfois, mais aujourd'hui, on parle de réseau. Et le réseau peut aider. Mais aujourd'hui, on est à la recherche de perles rares. Et ils peuvent être des gens de conditions modestes et qui peuvent réussir. Et on en a énormément d'exemples autour de nous. Donc, se former, c'est sûr et certain, croire en leur pays. Croire en leur pays. Et beaucoup de ces jeunes qui croient, qui ont envie de harg, moi j'aimerais qu'on les envoie dans certains pays en hiver pour 1 mois et les ramener au Maroc. Parce que quand ils reviennent, ils prennent conscience de la valeur de leur pays. Aujourd'hui, les Marocains dénigrent leur pays. Nous avons un très beau pays. On a un rahma, un naïm au Maroc. C'est vrai qu'il faut des moyens pour vivre, mais il y a des possibilités d'arriver à réaliser ses rêves quand on croit en son pays, quand on croit en son pays, quand on se donne les moyens, et on peut se donner les moyens aujourd'hui de réussir, et quand on arrête de tout dénigrer. Et surtout, ce que je pourrais dire aux jeunes, c'est que vous voulez des changements, c'est tout à fait normal. Soyez acteurs des changements, parce que là aussi, il y a une mentalité qui fait, on attend que tout soit préparé par les autres. Les Marocains, les jeunes ne sont pas acteurs. Ils devraient prendre conscience du fait que s'ils veulent des changements, ils devraient être acteurs du changement, comme l'ont été les générations antérieures, dont toi, moi et les autres en font partie. Alors, je voudrais que tu aies le même message pour conclure aux partis politiques qui vont venir demander nos suffrages en 2026. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire dans le contexte de ce que tu viens d'exprimer pour les jeunes?
Je voudrais leur dire que les jeux sont déjà faits. Hein, tu parles de 2027. Les jeux sont déjà faits. Je n'ai pas vu de préparation réelle du terrain. Je ne l'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu des partis qui ont assez impliqué des jeunes pour qu'ils puissent arriver vers les urnes. Ni dans les discours, ni dans les fêtes. Qu'est-ce que je voudrais dire à ces partis? Peut-être qu'ils devraient s'inspirer un petit peu du passé des années 60 et 70, où les partis ont réellement joué leur rôle. Ils devraient peut-être revenir un petit peu en arrière. Et surtout, les partis devraient faire confiance aux jeunes et les mandarins devraient disparaître pour donner la responsabilité aux jeunes, parce que ça aussi, c'est un grand problème. Merci beaucoup, Soumaya. C'était très agréable de t'écouter, de suivre ton narratif et surtout de sentir ton patriotisme et ton implication dans ce monde rural et pas que. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir peut-être certainement mieux compris l'environnement dans lequel Soumaya travaille depuis un certain nombre d'années. Ses combats, la fameuse colonne vertébrale qui est le combat des femmes. Aujourd'hui, on n'a pas eu trop le temps d'en parler, mais les femmes au travail aussi, c'est un vrai sujet pour notre pays parce qu'on ne peut pas exclure du monde du travail la moitié, entre guillemets, de sa population. Et donc, j'espère que vous avez autant apprécié que moi et je vous donne rendez-vous au prochain rendez-vous. À bientôt.